dans l'ombre ne se trouvent pas forcément des parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas. Il y a aussi des parties de nous-mêmes que nous n'osons pas regarder, que nous n'osons pas assumer. On se voit toujours en deçà de nos potentiels. Et se trouvent des potentiels extrêmement puissants dans ces parties inconnues de nous. Donc on dit que c'est l'ombre parce qu'en fait, c'est hors de notre vision. Salut à tous, bienvenue, voici une nouvelle rencontre passionnante comme toujours que vous allez pouvoir commenter et partager avec bienveillance pour les commentaires. Je vous lis cette phrase parce que j'aime commencer avec une introduction qu'on retrouve souvent dans les ouvrages de mes invités. La voici cette phrase: ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en se plongeant dans son obscurité. L'ombre comprend toutes les parts de nous-mêmes, connues ou inconnues, inacceptables et non assumées. C'est du Jung dans le texte, bien sûr, et c'est repris et analysé parfaitement bien par mon invitée, Géraldine Prévost-Gigant, que vous connaissez. Bonjour Géraldine. Bonjour Marc. Ça va? Ça va bien. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, encore une fois, avec une belle émission sur le shadow work, toute de noir vêtue. Ah bah oui, pour la circonstance. On est raccord ou quoi? Avec des petites fleurs quand même. Mais même sur le livre. Mais même sur le livre. Oui, oui, oui. Sur le livre, il y a les petites fleurs qui vont bien. Oui, oui. Voilà. La petite couronne de cœur. Ouais. Bon. Pour ceux qui auraient hiberné, je vous présente rapidement Géraldine quand même, psychopraticienne depuis plus de 30 ans, accompagnatrice de transformation, autrice, il faut dire autrice maintenant, essayiste, conférencière, spécialiste dans l'hypersensibilité spirituelle et l'amour, évidemment. On parle du célibat, on parle des groupes de parole pour les femmes, qui existent toujours, ces groupes de parole? Oui, de temps à autre. Je suis sur d'autres activités, mais trotte dans ma tête des projets à ce sujet. Bon, on te voit, on se tutoie normalement, mais voilà, on va se tutoyer, ce sera plus simple. On te voit absolument partout. Moi, j'ai tout le temps une interview quelque part, voilà. Et quand on a besoin de parler d'hypersensibilité, de shadow work en l'occurrence pour ton actualité du moment, de femmes, d'amour, de couple, beaucoup de médias font appel à ton expertise. Oui, j'ai la chance qu'ils fassent appel à mon expertise parce que je sais que je rends accessible certaines connaissances psychologiques. Je sais aussi que j'arrive à m'adapter très bien à une dimension uniquement psycho et à laisser derrière toute ma dimension spirituelle. Et je trouve que c'est aussi important que je puisse apporter quelque chose sur des sujets pragmatiques qui sont quand même notre quotidien, l'amour, les relations. La spiritualité. Et la spiritualité, bien sûr. Et les hypersensibles. Alors, j'ai le sentiment, là aussi, il y a deux thématiques, et tu les as regroupées en une, quand tu parles de shadow work et de l'hypersensibilité spirituelle. Ces deux thématiques, hypersensible et shadow work, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'il y a presque un phénomène de mode autour de ces deux angles-là? Les hypersensibles et le shadow work. On entend partout ces deux thématiques-là. J'aime à penser que les phénomènes de mode sont en fait un écho qui se produit en chacun. Et au lieu de regarder les phénomènes de mode comme si nous étions manipulés par un sujet et du coup le phénomène mouton fait qu'on va tous aller sur ce sujet-là, moi je pense que c'est plutôt que ça fait écho chez les lecteurs, chez les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, chez les personnes qui sont en démarche. Ça fait résonance. Et pourquoi une thématique va-t-elle faire résonance plus qu'une autre? C'est ça qui est intéressant. Et je pense que ça révèle nos mouvements, nos phases sociétales et surtout de conscience de groupe ou d'inconscient de groupe. On est tous connectés sur un plan subtil et il y a en effet des sujets qui émergent, qui suscitent notre intérêt parce que ça nous parle individuellement et à mon avis aussi collectivement. C'est intéressant de regarder aussi l'hypersensibilité et le travail de l'ombre sous l'angle d'un phénomène groupal, social, voire mondial aussi. Qu'est-ce qui se passe dans l'humanité, dans nos connexions d'humanité concernant l'hypersensibilité et le travail de l'ombre? Et je pense que, moi, mon hypothèse, c'est que notre conscience s'élargissant, notre sensibilité va être plus fine. Et c'est ce qui fait que l'hypersensibilité intéresse beaucoup de personnes parce que plus notre conscience évolue, s'élargit, plus notre sensibilité est présente. Et parfois, c'est très compliqué à vivre
dans le monde tel qu'il est encore aujourd'hui. Et c'est donc notre monde qui révèle cette part d'hypersensibilité que nous pouvons avoir. C'est la société actuelle, dans ce monde si clivant et si difficile, si anxiogène même parfois, qui révèle cette extra-hypersensibilité, ou ça l'était déjà avant. Il y avait évidemment des tas et des tas d'autres personnes qui étaient déjà hypersensibles avant. Moi, mon hypothèse, c'est que nous sommes dans une évolution de conscience, et donc nous devenons de plus en plus sensibles. La psychologie met un terme, un mot qui est hypersensibilité, pour différencier des personnes qui vont hyper sentir, hyper être réceptives, hyper empathiques, hyper sensorielles, etc., etc. Je ne pense pas que ce soit la société qui nous rende plus sensibles. Je pense qu'il y a une évolution de conscience, parce que l'humanité est en évolution, même si nous voyons beaucoup de chaos. Le chaos peut indiquer aussi que nous sommes dans cette évolution de conscience. Et cette évolution de conscience fait que des hypersensibles sont plus sensibles, et il y a de plus en plus d'âmes sensibles qui arrivent. Et donc, en effet, ça rentre en contraste avec le monde tel qu'il est, mais je ne pense pas que ce soit le monde qui crée l'hypersensibilité. Je pense que c'est notre évolution qui fait que des âmes sensibles arrivent de plus en plus nombreuses sur Terre. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Ça, c'est la dimension spirituelle qu'il y a chez toi, Géraldine. C'est toujours très intéressant de t'entendre là-dessus. J'ai entendu dire que les enfants nés après les années 2000 sont tous quasiment des hypersensibles. Tu savais ça ou pas? Probablement, parce que je le vois dans ma patientèle, les personnes qui viennent me consulter, qui ont 20, 25 ans, ont une sensibilité toute particulière. Il y a beaucoup de jeunes lecteurs qui ont adoré mon livre « Les hypersensibles spirituels ». Et c'est ce qui m'a beaucoup interpellée lors de la sortie de cet ouvrage. C'est quand sont venus des très très jeunes, des adolescents aussi, 16, 17, 18 ans, me dire « Vous avez mis un mot qui me permet de me reconnaître. Je suis tout ça, tout ce que vous décrivez dans le livre. » Et là, je me suis dit « Ok, il y a quelque chose. » Donc, je partage ce point de vue. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose là. Si vous êtes né en 1999, c'est mort. Si vous êtes né après 2000, vous êtes un hypersensible. Bon, voilà, tout va très bien. Alors, j'ai pris la phrase de Jung, parce que tu l'évoques évidemment dans le livre, quand on parle des parts d'ombre, et lui, il le dit, hein, c'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, c'est justement en allant chercher dans ces parts d'ombre. Est-ce que toi, en tant que psy, est-ce que tu as fait ce travail en profondeur, cet auto-travail en profondeur, d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière, comme on dit, dans cette dimension, cette profondeur? Bien sûr, j'ai même commencé par là. Bah oui. J'ai commencé ma longue aventure par les états modifiés de conscience, et je me souviens d'une séance où on plonge dans un puits. Et je trouve que c'est vraiment la métaphore qui résume parfaitement cette plongée dans ces dimensions inconnues de nous-mêmes. Qui est sans doute la plus effrayante d'ailleurs, parce que la métaphore est effrayante. L'image est effrayante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas mise dans mon livre. Exactement. J'ai placé plutôt un exercice avec des marches où on descend, et j'ai agrémenté ce texte de beaucoup de douceur et de précaution, parce que moi-même, en l'écrivant, je plongeais
aussi dans les profondeurs et je prenais soin de mon lecteur en me disant les novices, il faut pas leur faire peur. Au contraire, il faut que ça leur donne envie parce que s'y trouvent vraiment des trésors extrêmement importants. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai effectué ce travail. Je dirais que je l'ai effectué donc sous la forme des états modifiés de conscience. Sous forme de quoi? Sous forme d'hypnose? Sous forme de régression? Sous forme de quoi? Oui, de régression. De absolument, régression, des régressions, tout à fait. Okay, de vie antérieure. Oui. Qui était Géraldine dans les vies antérieures? Voilà. Ce n'est donc pas une question directe, donc je vais donc m'en tenir à l'exploration de l'ombre. Et je dirais que la vie aussi, elle-même, nous amène à traverser des moments sombres, des moments difficiles. Et c'est ça aussi, le travail du shadow work, qui se fait dans ces moments-là où on a l'impression, on le dit d'ailleurs, hein, j'ai l'impression de traverser un tunnel, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. La nuit noire de l'âme, même la parfois. La nuit noire de l'âme, absolument. Sont des périodes qui, si on les vit avec conscience, peuvent nous apporter énormément d'informations sur nous. C'est là où il est nécessaire d'être accompagné, quel que soit l'accompagnement. C'est pas forcément un professionnel qui sera là, ça peut être un livre, un lieu, voilà. Mais c'est vrai que pour ces traversées-là, moi, j'étais accompagnée et j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui étaient présentes à ce moment-là. On va voir effectivement cet ouvrage, le shadow work des hypersensibles spirituels. Ça aurait pu être le shadow work tout court et pas nécessairement que pour les hypersensibles, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Ton approche, ta méthodologie, tout ce que tu préconises, les exercices qui sont à l'intérieur, ça peut être pour tout le monde. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que l'hypersensibilité dans ton expertise, elle est quand même très très présente, cette hypersensibilité. Tu t'adresses souvent à ces gens. Oui, j'avais envie de mettre la lumière justement sur les dimensions sombres des hypersensibles spirituels. Parce que c'est un cadeau à leur offrir que de les aider à oser regarder du côté des mécanismes qu'ils mettent en place et qui peuvent faire qu'ils stagnent ou qu'ils tournent en rond. D'ailleurs, tu dis, on parlait de Jung il y a un instant, tu reprends une phrase de Jung. Alors, t'es pas sûr que, d'ailleurs, tu le dis dans le livre, t'es pas sûr qu'elle vienne précisément de lui, mais bon, Jung aurait dit que 90% de l'ombre, c'est un véritable potentiel d'or pur. Donc, ça veut dire qu'en allant chercher, en descendant dans les bas-fonds, si je puis dire, de notre existence, de notre âme, peut-être qu'on peut révéler des choses qui seront sans doute extraordinaires pour le reste de notre vie. Surtout si on conçoit l'ombre, non pas comme les ténèbres, mais comme ce qui nous est inaccessible et ce qui est mystérieux. Et ça, c'est vraiment un point important à souligner parce que ça peut faire peur quand on parle de l'ombre. On pense au mal, aux ténèbres. Non, je parle pas de ça. J'invite à aller explorer les dimensions inconscientes de nous, ce qui se trouve dans notre inconscient, ce que nous n'aimons pas de nous, bien sûr, mais aussi ce que nous ignorons de nous-mêmes. Et ce que nous ignorons de nous-mêmes, c'est un potentiel d'or pur. À quoi ça sert? Parce qu'on peut se poser cette question. Il y a des gens qui vont se dire, est-ce que ça sert à aller mieux? Est-ce que ça sert à prendre conscience et donc peut-être faire en sorte de faire émerger certaines choses qui seront sans doute difficiles à entendre, à voir, à comprendre, à analyser et à digérer dans ce plan terrestre que nous avons aujourd'hui. À quoi ça sert d'aller remuer comme ça, j'allais dire un autre mot derrière que tout le monde aura bien compris, à quoi ça sert de faire ce travail de shadow work? Indéniablement, on se sent mieux parce qu'en fait, on refoule tellement de choses, il y a tellement de dimensions de nous-mêmes, ou en tout cas quelques dimensions de nous-mêmes, qu'on veut pas montrer des dimensions qui sont réelles ou bien fantasmées, imaginées, qui n'existent pas. Ça, c'est lourd aussi. Ça prend de l'énergie de mettre sous le tapis constamment, de refouler constamment. Donc, indéniablement, on se sent mieux une fois qu'on soulève le tapis et qu'on fait le grand ménage.
Déjà, en plus, ça évite de se prendre les pieds dedans. Et puis, on fait place nette et il y a de la place pour autre chose. Ça, déjà, première étape, c'est clair qu'il y a un mieux-être. Et pour les personnes qui sont dans des cheminements, des explorateurs de la conscience, ça va leur permettre de franchir des steps de conscience et de découvrir des parties d'eux-mêmes inattendues, dont aussi des parties très lumineuses. Dans l'ombre ne se trouvent pas forcément des parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas. Il y a aussi des parties de nous-mêmes que nous n'osons pas regarder, que nous n'osons pas assumer. On se voit toujours en deçà de nos potentiels. Et se trouvent des potentiels extrêmement puissants dans ces parties inconnues de nous. Donc on dit que c'est l'ombre parce qu'en fait, c'est hors de notre vision. Alors c'est un vrai guide, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a des tests, il y a des exercices introspectifs, il y a des dialogues internes, il y a des mises en pratique, évidemment pour libérer l'ensemble de ces ombres. Il y a des challenges également pour contrebalancer la partie d'ombre et puis voir cette partie lumineuse qui peut émerger au travers de cette ombre, en l'occurrence. Et tu dis, quand j'ai commencé tout à l'heure en disant mais à qui ça s'adresse, parce que tu parles du shadow work des hypersensibles spirituels, je dis que ça, c'est pour tout le monde, et tu vas jusqu'à dire que c'est également pour les personnes dépressives. Explication de texte. Je ne sais pas à quel endroit j'ai mis ça. Je te retrouverai la page, mais j'aurais dû noter effectivement la page. Mais ça dépend du contexte. Alors, les profondes dépressions, non, bien entendu. Okay. Mais les personnes dépressives... Je vais retrouver la page. Oui, parce que les personnes dépressives sont... Je pense que c'est au niveau de la colère, probablement, parce qu'il est dit que beaucoup de dépressions sont en fait des colères qui n'ont pas pu être exprimées et que l'on retourne contre soi. Et donc, il y a là du refoulement, c'est-à-dire qu'on va réprimer un certain nombre de choses, et à un moment donné, à force de réprimer, et comme on n'ose pas faire sortir tout ça, et ben ça fait comme une bombe à l'intérieur de soi, une déflagration interne. Et c'est là qu'on est mal, qu'on descend vraiment dans un état dépressif. Si on ose regarder cette matière-là, en étant accompagné, bien entendu, c'est ça. On va pouvoir s'autoriser ce que en fait, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser pour expliquer ce qui se passe. C'est comme si il y avait des endroits à l'intérieur de soi où c'est figé comme des glaçons. Ça, c'est des traumas, les blessures, les choses qu'on veut pas aller regarder. C'est ce qu'on réprime, on refoule, les dénis, etc. Quand on commence à faire un travail sur soi, il y a une fluidité qui commence à se faire, à se créer entre l'inconscient et le conscient. Et il y a aussi une fluidité énergétique, hein, si on regarde au niveau purement énergétique, au niveau des corps subtils. Et au fur et à mesure du travail sur soi, le glaçon, ce qui était figé, va fondre et il va y avoir une fluidité. Ça va correspondre à une fluidité de l'inconscient et du conscient qui communiquent ensemble. Ça va aussi correspondre à des émotions qui commencent à s'exprimer par les larmes, par les mots. Et donc là, si on est accompagné, moi je propose des exercices d'écriture, de mouvement. Enfin, il y a plein de méthodes, de pratiques sportives. Il y a plein de façons de pouvoir laisser sortir ces émotions qui étaient refoulées. Elles étaient dans l'ombre. Et ça aide les personnes qui sont dans des dépressions où il y a eu beaucoup, notamment la colère, de choses, beaucoup d'émotions, notamment la colère qui ont été refoulées et qui ont besoin de s'exprimer et d'arrêter d'être un poison pour soi-même. C'est très intéressant parce que d'abord, je pense que la première chose quand on se demande comment faire, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience qu'il est nécessaire de faire ce travail et d'aller effectivement en profondeur dans nos parts d'ombre. Et la première question, si on se dit, mais d'abord, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que c'est nécessaire pour moi ? Alors, tu parles de l'autodiagnostic. Page 26. C'est quoi ? Je vais noter. Cette fois-ci, j'ai bien noté la page. Page 26, il y a une trentaine de questions. Il y en a 28 exactement. Pour faire l'autodiagnostic, précisément, et pour savoir quel est notre niveau d'intensité de notre part d'ombre. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce qu'on peut connaître la tienne ?
Avant ou après l'écriture du livre? Ça serait intéressant de pouvoir comparer, tiens. Ah, mais indéniablement. Moi, en tout cas, je sais pour certains auteurs qui ont pu me le confier, mais en tout cas, moi, je peux parler de mon expérience d'écriture. Chaque livre, je traverse tout un processus. Il y a le avant, le pendant, le après. Et l'écriture de ce livre correspond vraiment à une traversée aussi personnelle. Et le fait même d'écrire sur le sujet, eh bien, je plonge dans le sujet. Et comme j'aime être honnête, parce que je suis quelqu'un d'entière, je fais les choses à 100%, et je veux être honnête dans mes écrits, je plonge avec moi-même, si je puis dire, avec le livre. C'est presque le livre qui m'entraîne aussi dans des espaces. Il y a vraiment un phénomène très particulier où parfois l'expérience m'échappe un peu. Et donc oui, j'ai travaillé et traversé des dimensions sombres. J'ai beaucoup lâché prise pendant l'écriture de ce livre, parce que ça correspondait aussi à un moment de ma vie où la vie me proposait d'expérimenter ça. J'ai beaucoup lâché. Alors ça, c'est vraiment bien de commencer par faire évidemment ce test-là, pour voir un petit peu où on se situe. Si vous avez moins de 12 points, évidemment, c'est que, tu dis, hein, vous avez soit déjà effectué une psychothérapie, donc visiblement ça va pas mal. Et si vous avez entre 12 et 30 points, une part d'ombre qui est quand même plutôt forte. Voilà. Et si vous avez plus de 30 points, bon, vous êtes foutu. Il faut. Ah non. non, évidemment. Il y a matière Votre à inconscient a pris le contrôle. Voilà, c'est là où Ouais. il dit que l'inconscient a pris le contrôle. Donc, faites ce questionnaire-là déjà dans un premier temps, et puis vous verrez. Parce que tu parles de détox. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le travail commence à partir du moment où on commence déjà par là, pour ensuite avoir cette détox profonde de l'inconscient. Oui, c'est le nettoyage dont je parlais tout à l'heure par rapport à ce qu'on met sous le tapis. On peut concevoir le travail du shadow work de cette façon-là, comme un grand nettoyage. Comme quand on ouvre. Tout le monde devrait s'y mettre à ça. Mais bien sûr. Tout le monde. Mais on peut regarder le shadow work par rapport à la société et à l'humanité. Je faisais le parallèle tout à l'heure par rapport à l'hypersensibilité. Le phénomène de mode du shadow work, c'est aussi ça qui nous est révélé, c'est-à-dire que il y a une partie de la société qui est prête à aller faire le grand ménage parce que tout nous y invite en ce moment et ces dernières années. C'est clair. Tout nous y pousse. C'est clair. Donc c'est un travail individuel et collectif. Donc on a tout intérêt tous à aller faire le tri, ouvrir le placard, découvrir des perles aussi et se débarrasser de ce qui n'est plus utile, qui nous servait à nous protéger, qui étaient nos mécanismes de défense, nos mécanismes de protection. Et ce nettoyage, il va nous faciliter l'évolution spirituelle. C'est ça aussi qui est important de retenir. C'est pas seulement un mieux-être, c'est que ça va nous permettre de vivre comme une initiation, et d'une initiation, on revient toujours avec un trésor. Et ce trésor, c'est une connaissance de soi, et donc des autres, et donc un peu plus du monde, et donc un peu plus de lumière à apporter autour de soi. Mais c'est là où tu dis d'ailleurs que ce qui est important aussi, il y a évidemment l'ouvrage et les exercices et la mise en pratique, mais il y a l'accompagnement. Moi, c'est vrai que quand je lis un ouvrage comme celui-ci, ça me donne envie de faire ce travail-là, mais j'aurais plus envie encore d'être accompagné physiquement dans ce travail en profondeur. Tu vois, plus que de le faire dans des exercices écrits ou des choses comme ça. Donc chacun peut, mais ça peut être un très bon déclencheur ou une très bonne première approche, j'ai envie de dire, pour savoir d'abord si on est prêt, si on en a véritablement envie et si on en a le besoin. D'être accompagné, c'est vraiment, ça permet plus de douceur dans le parcours. Je conçois l'accompagnement comme un guide de montagne. Je connais le terrain, on est dans la nuit, et je porte la lumière que j'ai pu trouver en traversant moi-même l'ombre. Et donc, je ne vais pas faire le voyage pour la personne. Je vais juste marcher 2-3 pas devant la personne, en éclairant petit à petit. C'est rassurant. Et oui, c'est rassurant. C'est important de pouvoir accompagner et être accompagné. Je trouve aussi que c'est une expérience de rencontre absolument magnifique.
d'être accompagné et d'être la personne qui accompagne. C'est quelque chose de l'ordre de la sororité, de la fraternité. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, du partage humain. Il peut vraiment se passer et se transmettre et se partager des vibrations, des dimensions humaines qui sont très thérapeutiques d'ailleurs. Que répondre à une personne qui te dit que le shadow work, alors, hypersensible ou pas hypersensible, spirituel ou pas spirituel, c'est le travail d'une vie et ça ne se fait pas en quelques lectures ou en quelques semaines ou en quelques mois? Bien sûr. Je dirais qu'il y a des niveaux et qu'on peut y aller aussi graduellement, par vague, par respiration, parce qu'en effet, on va être prêt à cheminer pendant quelques étapes et puis ensuite de faire une pause, puis ensuite à nouveau des étapes et ensuite une pause, parce qu'il y a aussi tout un processus d'intégration de notre expérience. D'assimilation. D'assimilation. Il y a des choses dont on va comprendre le sens des mois, des années plus tard. Mais bien entendu, oui, c'est un parcours d'une vie si on conçoit le shadow work comme un vrai processus de développement spirituel. Et pas développement personnel, parce que tu écorches bien le développement personnel dans cette... Je recadre les choses. Tu redis précisément, on va y revenir tout à l'heure. Mais le shadow work, c'est quoi? C'est une psychanalyse? Si on le conçoit au sens jungien du terme, oui. Mais Une psychothérapie? Je dirais plutôt oui. C'est vraiment... Là est toute ma difficulté de dire aussi, par exemple, où je me situe en tant qu'accompagnante. Parce que j'ai beaucoup de formations et ce que je propose, c'est le résultat de mon expérience de vie et de toutes les formations que j'ai suivies. Donc, je dirais que c'est un développement de la conscience. Et que oui, il y a des dimensions psychothérapeutiques parce que nos blessures du passé nécessitent d'être guéries et apaisées pour pouvoir se développer spirituellement. Évoluer, ouais, grandir. Voilà. D'où ce terme de psychospiritualité. C'est pour ça que j'aime beaucoup psychospiritualité, parce que ça dit en fait tout du travail psychologique qui sont les racines d'un arbre. Et plus nos racines sont solides et donc notre base stable, plus on peut grandir et s'élever vers le ciel. Tu parles des garde-fous de l'ombre. Ça, c'est très intéressant aussi, quand on est dans le déni, le refoulement, le transfert, etc. Parce que quand on fait ne serait-ce que le questionnaire, il faut être authentique avec soi-même. Ah oui. Il faut... Non mais c'est vrai, c'est ça l'exercice. C'est pour ça que je préfère... Comment t'expliquer? J'ai le sentiment que cet ouvrage est excellent pour une première approche, en tout cas un déclencheur de prise de conscience, et ensuite te consulter pour aller en profondeur dans ce travail de shadow work. Parce qu'il y a les garde-fous de l'ombre où le mental va très vite reprendre le dessus en disant « mais non, je ne suis pas comme ça, mais non, je ne ressens pas, mais non, je ne... » Tu vois ce que je veux dire? C'est là où la nuance, l'exercice en tout cas, il est très sensible. Absolument, c'est ce que j'appelle se raconter des histoires. Oui, c'est exactement ça. Et on fait tous ça. Enfin, vrai. Personne ne peut échapper à la règle, puisque ce sont en effet nos garde-fous, nos systèmes de protection. Et comme nous avons peur de voir notre lumière. De voir la réalité. Et notre lumière aussi. Exactement. Et notre lumière. En fait, on a beaucoup plus peur de notre lumière que de l'ombre. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Au gré des accompagnements et aussi de ma propre observation. Alors, un exemple, par exemple, plus peur de la lumière, c'est-à-dire plus peur de nos facettes, j'allais dire, exceptionnelles, c'est ça, notre lumière? De ce que l'on est, d'admettre ce que l'on est, c'est-à-dire quoi? Au-delà du jeu, au-delà du moi, notre dimension, notre conscience supérieure, notre dimension spirituelle. Je pense que nous sommes nombreux mis à part les personnes qui sont dans des systèmes de complexes de supériorité, je parle pas du tout de ça, mais les gens normalement névrosés, on va dire, ont
peur finalement de découvrir vraiment qui ils sont dans leur dimension lumineuse. Alors qu'ils font cet exercice-là, qu'ils sont en train de faire cet exercice-là, et pourtant ils en ont peur. Oui. Parce que ça peut changer une vie, parce que ça peut nous faire remettre en question certains choix, parce qu'on s'est identifié aussi à des choses que nos parents ont dit de nous, Ouais. parce qu'on s'est identifié à beaucoup de choses aussi, du masque On social. est formaté. Exactement. Bien sûr. Et donc, quand on fait sauter tout ça, pas d'un coup d'un seul, bien sûr, mais parce que le travail, au fur et à mesure, fait que on se déleste de ces oripeaux, en fait, qui sont pas vraiment nous, eh bien, on va petit à petit découvrir qui nous sommes, et ça peut faire très peur. C'est en fait pour ça que je dis que nous avons peur de découvrir notre lumière. Et pour revenir au chemin qui est proposé dans le guide, oui, il faut dans l'idéal être le plus authentique possible avec soi-même, mais comme en thérapie, comme aussi dans un processus de développement spirituel, il y a une authenticité à avoir vis-à-vis de soi-même qui n'est pas facile du tout. C'est déjà là le premier exercice. Hein. Bah, c'est clair, et non des moindres. C'est peut-être le plus difficile, oui, cette authenticité. Alors, le développement personnel. Alors, tu as une dent on en arrive au sujet qui fâche. Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu es sur ABC, qui est la chaîne du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité et de la santé. Alors déjà, moi, je salue mon ami Gériganides qui me dit, mais tu sais, tu ne devrais pas dire développement personnel. Tu devrais dire développement de l'être-té. Tout à fait. Développement personnel, on n'a rien personnellement à développer. C'est pas le développement du moi et de l'ego. Exactement. Alors, développement personnel, pourquoi est-ce que tu as une sorte de combat, entre guillemets, face c'est quoi? C'est le terme développement personnel qui te gêne? Non, c'est pas du tout le terme qui me gêne, puisque à l'origine, le développement personnel puise ses racines dans différents courants, dont la psychanalyse jungienne, la psychologie positive, la spiritualité, certains courants. Donc c'est un melting pot de tout ça, de plein de bonnes choses. Et le développement personnel est vraiment puissant. Et c'est ce qu'on en fait et comment on peut l'utiliser pour se raconter des histoires. Et ce point de vue que j'ai vient aussi de tout ce que j'entends en consultation. Et comment des phrases glanées ici ou là dans des ouvrages, dans des conférences, etc., de développement personnel et aussi de psychologie, ces phrases vont être utilisées par les personnes et interprétées de la manière qui les arrange. Parfois même interprétées dans le mauvais sens parce que ça a été retranscrit éventuellement ou mal traduit dans certains ouvrages. Bref, ça va faire prendre un autre chemin. Chacun le prend à sa manière, l'interprète à sa manière et comment dirais-je, fait en sorte de l'intégrer à sa vie quand ça l'arrange. Mais comme la spiritualité. Comme la spiritualité. Mais je pense que c'est comme tout. Bien sûr, bien sûr. C'est comme tout. Bien sûr. Et j'avais envie de parler de ça dans ce livre parce que ça avait toute sa place concernant l'ombre du développement personnel, l'ombre de la spiritualité, c'est quoi? Et tout ça pourquoi? En fait, pour que nous puissions être davantage responsables de notre cheminement, être là aussi authentique avec soi-même et se dire, attends, en fait, oui, comment j'utilise certains concepts de développement spirituel ou de spiritualité, qu'est-ce que j'ai dit, développement personnel et de spiritualité, comment je les utilise pour finalement ronronner dans mon petit confort et ne pas avancer. Solution de facilité? Peur de la confrontation aussi. Une des difficultés des personnes en thérapie, psycholo ou spirituelle, ou peu importe. Finalement, ce que j'ai observé, ce qui ressort le plus, c'est cette difficulté-là. C'est à un moment donné, oser franchir le cap et oser être un peu, pas bousculé, mais un peu dérangé par ce qu'on lit ou par ce que l'on vit en thérapie. Et
Peut-être parce que mon chemin personnel a commencé avec les régressions, avec le chamanisme, je suis allée vraiment dans le dur direct, parce que j'avais depuis mon enfance aussi baigné dans la spiritualité. C'était pas nouveau pour moi, c'était assez logique finalement. Et finalement, je suis passée par je suis aussi passée par des thérapies classiques, mais j'ai commencé par là où les gens arrivent. En fait, j'ai fait le truc à l'envers. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi donné la chance de comprendre ce qu'on a à y gagner que d'y aller franco, quoi. Voilà. D'y aller vraiment. Parce que moi, ça a vraiment changé ma vie. Et aujourd'hui, je remercie moi-même et le ciel tous les jours du travail que j'ai fait sur moi et que je fais encore, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est le travail d'une vie et qui, évidemment, ne s'arrête jamais. Les masques. Tu parles des masques, les faux self, comme tu appelles. Évidemment, le faux self, c'est tenter maladroitement de cacher ce que nous estimons être de la faiblesse, de la fragilité et des défauts. Faire face, quand on fait un travail de shadow work et qu'on est face à ces parts d'ombre, c'est aussi ce côté-là qu'il faut assumer, que de dire non, mais moi je ne suis pas faible, je ne suis pas fragile, j'ai pas de défauts. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand on fait ce travail en profondeur, c'est d'assumer ça. C'est probablement le plus difficile. Et en même temps le plus salutaire, parce qu'une fois qu'on s'autorise il faut d'abord reconnaître quels sont nos masques, et une fois qu'on s'autorise à les retirer, eh bien on se sent beaucoup plus léger. Et nos interactions avec les autres sont différentes, puisque ça part pas du même endroit. On ne s'adresse plus aux autres de la même façon. Il y a comme quelque chose de plus direct, il y a comme quelque chose qui circule entre soi et les autres. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à cette étape, il y a à comprendre que la société, l'éducation, nos identifications, pour se rassurer, on a appris à porter des masques qui vont être différents selon chacun. Il va y avoir en effet le masque de la personne qui va masquer sa vulnérabilité et se raconter d'histoires à elle-même et aux autres que, non, elle est solide, que rien ne la touche, qu'elle peut tout traverser, etc., jusqu'à ce qu'un événement pas lui prouve le contraire, mais un petit peu, et c'est la meilleure chose. Face à sa réalité, et à sa pseudo-réalité, sa pseudo-réalité, qui est une vulnérabilité. Et pour entrer en contact avec la vulnérabilité, qui est une formidable dimension, parce qu'elle peut nous permettre de rentrer en connexion avec soi-même avec beaucoup plus de douceur. Mais c'est ça qui est fantastique. Je comprends même pas que ça fasse pas partie d'une éducation tout petit. Ça. La vulnérabilité, on a le droit de l'être. Mais nous le sommes en tant qu'être humain. Mais bien sûr. Et être humain sensible. Et c'est comme hypersensibilité, c'est comme si c'était quelque chose de décalé. Alors qu'en fait, plus nous avons d'humanité et que nous osons partager cette humanité, le fait d'être un être humain dans toute notre humanité et tout notre amour, eh bien, la vulnérabilité n'est plus vue comme quelque chose, comme un défaut, comme une faille, comme une fragilité, mais au contraire, comme quelque chose de précieux, parce que c'est de la vulnérabilité que peut naître tellement de choses, des œuvres créatrices, le fait d'oser dire je t'aime à quelqu'un, d'enlacer un arbre. Quand nous sommes vulnérables, en fait, notre ego lâche. Et c'est là que notre véritable lumière peut s'exprimer. Et si nous accueillons cette vulnérabilité, alors on s'autorise à être réellement nous-mêmes, au-delà de nos masques. Et c'est de cette lumière-là dont je parle quand je dis que nous avons peur de laisser rayonner, transparaître notre lumière. D'autant que à culpabilité. Bien sûr. Ça aussi.
accepter sa part de vulnérabilité, certains pourraient dire ça peut se transformer en une culpabilité XXL, en se disant « Mon Dieu, je ne suis pas digne d'eux ou je ne suis pas à la hauteur d'eux parce que je suis vulnérable ». Ça aussi, il faut accepter, quand on fait ce travail de shadow work, il faut accepter de se retrouver face à ça et de comprendre qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité, à avoir cette vulnérabilité-là. Et les personnes qui sont en démarche spirituelle ou les hypersensibles sont des personnes qui culpabilisent plus que les autres. Eh oui. De plus, notre société, l'éducation, etc., etc. On est bien. Voilà. Et à partir du moment où on commence à se dire, OK, la culpabilité est en chacun de nous, le sentiment de culpabilité est en chacun de nous, peut-être chez certaines personnes plus que d'autres. À partir du moment où on se dit, OK, je la regarde comme un élément de mon humanité. En fait, le shadow work, c'est ça. C'est regarder tout ce qui jusqu'alors nous paraissait être des défauts, de la faiblesse, et de regarder ces dimensions-là sous un autre angle et de les accueillir. Mais ça, c'est sociétal, hein. Bien sûr. Plus que de l'éducation intramuros, j'ai envie de dire, au sein de la famille. C'est sociétal. Absolument. On est construit de cette manière-là. Et depuis tout petit, on vous bourre le crâne en permanence en disant « Sois fort, ne pleure pas, n'est pas comme ça, parle pas comme ça, etc. etc. » Il y a tout ça entretient ces névroses-là et cette... Absolument. Ces injonctions sont... On peut se poser la question, à quoi servent ces injonctions? C'est-à-dire que il y a des lois qui structurent notre vie et notre société. Pourquoi la culpabilité vient en seconde main, je dirais, et comme un étau secondaire? Et individuellement, si on regarde où on en est avec notre sentiment de culpabilité, à quel moment je culpabilise de quoi? De noter tous les moments où je culpabilise. Pourquoi? Déjà, de le noter, ça permet de prendre de la distance et de commencer à réfléchir, mais d'où ça vient ce sentiment-là? Est-ce qu'il est vraiment légitime au regard de cette situation? De quoi je m'en veux? Si je m'en veux de quelque chose qui n'est pas conforme à mes valeurs, alors ça, je peux le changer. Mais si je m'en veux de quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on m'a appris, là, je peux me poser des questions. Et je me donne la possibilité de choisir. Parce que le sentiment de culpabilité verrouille notre système, nous met nous réduit. On devient tout petit avec la culpabilité. Et notre lumière, elle s'éteint. Et donc, il y a un tri à faire par rapport à ça. Et le point de repère, c'est quelles sont mes valeurs? Et si on est dans une démarche spirituelle, nos valeurs sont souvent le respect de l'autre, le vivant, la liberté, l'équité, l'altérité, etc. On peut faire confiance à ces valeurs-là. C'est des valeurs humanistes. Il faut plonger dans ces parts d'ombre pour aller effectivement faire remonter tout ça, les travailler, en prendre conscience. Est-ce qu'on peut simplement, quand on fait ce travail de shadow work, ces parts d'ombre, quand on les a identifiées, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'on est obligé de les travailler au point de... tu vas me dire, évidemment, si on fait ça, on ne fait pas le travail à fond du shadow work proprement dit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est face à ça, on se dit, bah ouais, peut-être que j'ai ça, peut-être que j'ai ça, peut-être que j'ai ça. Ouais, effectivement, ok. Et on pourrait s'arrêter là. Mais il y a aussi quelles sont les perles, les trésors, les lumières que j'ai trouvées au fond du puits, dans l'espace sombre de ce qui m'était inconnu. Il y a aussi cette étape-là. Mais alors ça, quand tu dis ça, ça résonne chez moi et ça résonne pas du tout chez moi. Parce que, non, ça résonne pas. Je suis convaincu de ce que tu dis, mais comme je n'ai pas fait ce travail-là, du coup, il n'y a pas de résonance dans ce que tu dis là. Alors que je suis persuadé de ce que tu dis. Il y a des perles, c'est de l'or en barre que d'aller chercher, effectivement, sa part d'ombre, de l'analyser, de la comprendre et de la digérer. Si on regarde au travers de la grille de lecture de Carl Gustav Jung, il parle
fréquemment des polarités, de la dualité, l'ombre, la lumière, le soleil, la lune, etc. Notre dualité, notre monde est structuré sur la dualité. Et donc, on peut voir les polarités comme des axes opposés. Voilà, il y a une ligne qui relie deux aspects contradictoires. Nous sommes beaucoup faits de ces contradictions. Il va y avoir des dimensions qui seront plus présentes d'un côté et plus absentes de l'autre. Le travail intéressant, c'est d'explorer les deux polarités. Et par rapport à l'ombre et la lumière, c'est la même chose. Il y a l'ombre et la lumière. Et là où ça devient fabuleux, c'est quand on met de façon horizontale cette lecture-là et qu'on rassemble ces deux dimensions, d'où le symbole du yin et du yang, l'ombre et la lumière. Donc forcément, dans l'ombre se trouvent des parts lumineuses. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Et encore une fois, quand on n'a pas cheminé dans ce sens, quand on n'a pas été accompagné comme tu peux le faire, là, tout de suite maintenant, dans cette discussion que nous avons, je suis dans la culpabilité. Ah. De me dire, t'attends quoi? D'être prêt, peut-être, non? Avec 800 émissions qu'on a proposées sur la chaîne, peut-être qu'avec tout ce qu'on te rabâche à longueur de journée, il serait peut-être temps, à un moment donné, de te mettre en action. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est par step. J'ai bien compris. C'est-à-dire que là où tu en es, de tout ce que tu sais et tout ce que tu as traversé, va pas correspondre. Tu n'es pas bien sûr au même endroit que quelqu'un qui n'a aucune connaissance de tout ça. Ce qui est magnifique, c'est que nous sommes toujours des petits enfants à un endroit. On est très grand à un autre endroit. Et quand on franchit un seuil et qu'on ouvre une nouvelle porte, on est à nouveau dans cette innocence, mais je trouve et cette peur aussi, cette culpabilité, etc. C'est le propre de notre processus d'évolution. Ou de se dire aussi que le travail semble fastidieux. Tu te dis, waouh. Ouais, c'est clair. Ça va être mouvementé, ça va être long, ça va être, tu vois, ça va être dur. Tout ça, ce sont aussi des obstacles à franchir, à prendre conscience de ça et de se dire, bah oui, mais ça s'appelle un vrai travail de shadow work, quoi. Donc il faut y aller. Quand j'ai écrit Les hypersensibles spirituels, il y a une phrase qui m'est venue. Nous sommes ici pour retrouver la mémoire. Et quand tu me partages ceci, je me dis finalement, oui, parfois ça paraît fastidieux, on s'interroge aussi, mais pourquoi ? Et si nous étions là pour retrouver la mémoire de qui nous sommes, vraiment ? Donc il faut descendre. Pour remonter. Pour remonter. L'escalier, pas le puits. Hein. Non. Parce que remonter un puits, je suis pas sûr de la... Si on passe par les petits souterrains et qu'on trouve le petit escalier là qui nous ramène parce qu'il y a par de la le haut. flotte dans le puits, par définition, donc tu descends pas. Non, l'escalier, c'est plus simple. Qui dit qu'il y avait de l'eau ? D'accord. Bah alors c'est pas un puits, il est asséché, donc ça n'a aucun sens. Ah bah oui. Oui, c'est possible aussi, tu as raison. Il y en a. Oui, tu as raison. J'aimerais que tu nous racontes pour finir une anecdote peut-être de quelqu'un que tu as accompagné, qui a fait ce travail, une sorte d'avant-après. Est-ce que tu as en mémoire quelque chose qui t'a profondément marqué dans les accompagnements ? Alors, tu dois avoir fait des centaines d'accompagnements, mais de gens que tu as soutenus dans ce travail de shadow work et qui où tu as vu une révélation. Enfin, je veux dire, c'est une autre personne, un avant-après. Je pense à quelqu'un quand tu me poses cette question, qui est une personne qui a mis du temps avant d'avoir vraiment confiance dans le processus. Ça correspondait à son histoire. Donc on a pris du temps pour qu'elle apprivoise l'espace et mon accompagnement. Et puis des événements ont fait qu'elle a commencé à plonger, et puis aussi le travail ensemble, qu'elle a plongé dans l'exploration de ce qui est inconnu chez elle. Donc c'est ça, l'exploration du shadow work. Elle a eu des rêves, elle a eu des expériences,
des traversées émotionnelles, elle a compris quelles étaient ses émotions principales, la colère, l'état dépressif, mais aussi le sacrifice pour l'être aimé. Et on a traversé tout ça ensemble. Et à chaque fois, c'est comme si elle se délestait d'un vêtement dont elle était recouverte. Oh. Et elle se délestait, elle se délestait, elle se délestait. Et au fur et à mesure, j'ai vu quelqu'un qui commençait à s'épanouir, comme une fleur qui s'ouvre sous le soleil. Et quelqu'un surtout avec de plus en plus de conscience. Et cette personne elle aime la poésie. Elle a découvert pendant le processus qu'elle aimait la poésie. Elle a découvert pendant le processus qu'elle pouvait utiliser les mots pour se guérir, pour fluidifier son processus émotionnel et de conscience. Et aujourd'hui, elle est avec une force, mais lumineuse, pas cette force de ceux qui se cachent derrière le masque. Hein. Elle est d'une puissance. Solaire. Oui, elle est puissante, elle est. Et donc, par voie de conséquence, elle doit rayonner auprès de son entourage, qui doit se rendre compte de l'évolution et de la Oui, beaucoup de gens vont vers elle pour s'appuyer sur elle. Donc ça, elle sait qu'elle doit aussi être vigilante par rapport à ça. Et surtout, elle ose se faire respecter comme jamais, avec beaucoup de douce fermeté. Et quand je regarde d'où elle part, voilà, et les premières fois en consultation et aujourd'hui, je suis d'une infinie gratitude pour notre rencontre. Elle aussi, on se le partage souvent et c'est magnifique. Mais il lui a fallu un temps pour oser vraiment y aller vraiment. Est-ce que ça a été difficile? Douloureux? Pas plus finalement que ça. C'est souvent l'idée qu'on se fait de ce travail vrai, qui mais nous effraie. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le mot shadow work déjà. L'ombre. Tout est noir, les pochettes sont noires, édition Le Duc, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez mis ça en noir? Je plaisante. Non mais tu vois. C'est moi qui ai demandé. Mais j'imagine bien, je plaisante évidemment. Mais bien sûr, et ça réveille nos peurs d'enfants aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est un pourrait mettre un truc rose. Voilà, ou bleu, voilà, shadow work en bleu. Non mais voilà, mais c'est souvent effectivement la part d'ombre, alors ça illustre le côté mais c'est intéressant de regarder la peur que ça réveille en soi, parce que rien que ça déjà, c'est un travail c'est déjà révélateur. Bah oui, parce que ça fait référence à plein de choses, et lesquelles... Et en fait, ce ne sont que des peurs. C'est notre monde intérieur. On peut nettoyer, réaménager, mettre de la lumière, aménager comme on le souhaite cet univers intérieur. Que vous soyez hypersensible spirituel ou hypersensible tout court, ou spirituel tout court, ou ni l'un ni l'autre, mais que vous ayez besoin et que vous ressentiez la nécessité de vous plonger évidemment dans vos parts d'ombre dont on peut extraire de l'or, hein, avec beaucoup de belles choses. Moi, je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage. Faites déjà le premier test pour voir un petit peu à quel degré vous en êtes. Je te dis pas le mien. Que tu dois imaginer. Voilà, bon. Apparemment. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'explose les scores. Alors, voilà, donc... Mais n'oublions pas que plus il y a de lumière, plus il y a un potentiel d'or pur. Et ton potentiel d'or pur est déjà... Plus il y a d'ombre, tu veux dire. Pardon, Non, alors attends, je reprends. Plus il y a d'ombre, plus ça sous-entend qu'il y a de lumière. Ok. Bon, alors, c'est super. Si je prends cette tasse magnifique, qui est un mug superbe que tout le monde nous envie. Et on imagine que le soleil est ici. L'ombre est une ombre portée, créée par la lumière. Tu retires le mug, il n'y a plus d'ombre. C'est vrai. L'ombre est en fait ce qui sépare notre conscience. Tout le travail, en fait, c'est
de se délester de tout ce qui nous sépare de la lumière. Et donc, cette image est intéressante. Tu ne serais pas là si ton potentiel d'or pur n'était pas déjà actif. Il est déjà actif. Et donc, ton score qui explose tous les autres scores est proportionnel à cette lumière, tout simplement. Voilà, voilà. Analysez, comprenez, d'abord lisez, effectivement, et puis l'accompagnement de Géraldine, moi, ça me semble, en tout cas, à titre personnel, l'accompagnement est une nécessité. D'abord pour être dans l'échange, d'abord pour avoir les réponses instantanées, pour avoir quelqu'un en face qui écoute, qui entend, qui guide aussi, et ça évite de se retrouver face à des interrogations qui parfois... Alors tu vas me dire, oui, mais le travail d'interrogation permet justement aussi de commencer le travail parce qu'on est face à sa part d'ombre. Et nous pousse à aller rencontrer la personne qui sera le guide. Oui. Tout à fait. Et c'est ensuite dans l'interaction avec l'accompagnant. Mais quand on se pose des questions, de savoir par où je commence, par ça. Commençons par ça. Et puis ensuite, on se laisse porter. On le fait en toute sincérité, avec authenticité, avec éthique, avec pour aller rechercher au plus profond. C'est pas une question et c'est pas un truc sur lequel on répond en deux comme ça en se disant tiens, je sais pas quoi faire, on est dimanche matin, je vais faire un petit shadow work. Non. On est bien d'accord. C'est un vrai travail. Aux éditions Le Duc, Géraldine Prévost-Gigant, transformez vos parts d'ombre en lumière, et puis les hypersensibles, spiritual, qui sont ici, la perception fine, les clairvoyances, évidemment tous ces hypersensibles dont on parle beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé la manière dont tu as expliqué la définition des hypersensibles entre le phénomène de mode que certains y voient, c'est-à-dire que quand on a un enfant qui est peut-être parfois un peu turbulent, un enfant qui réagit mal en collectivité, à l'école, en cours, on se dit oh, c'est un hypersensible, donc c'est pas de sa faute. On a aussi des parents qui se cachent derrière cette hypersensibilité. Donc c'est bien aussi de remettre un peu c'est vrai qu'on peut se cacher derrière les son HPI, l'hypersensibilité, tu vois, toutes ces définitions qui sont parfois des échappatoires pour faire face aussi à la réalité, je trouve. Oui, c'est dans la même catégorie que comment on utilise certains concepts de développement personnel et spirituel. De la même façon, on va utiliser le terme et notre hypersensibilité, ce qu'on reconnaît être comme notre hypersensibilité, pour justifier certains comportements ou non-action, par exemple. C'est vrai, mais on fait... C'est humain, j'allais dire, on fait tout ça. Ça dépend là où on en est et avec quoi on a affaire, mais c'est humain. L'important, c'est de le reconnaître et d'apprendre à éviter ces contournements. Merci Géraldine. Merci Marc. C'était encore une fois une émission très agréable, très instructive et qui donne envie en tout cas, et on l'espère, qui va susciter d'abord la lecture, la mise en pratique, les petits exercices dans un premier temps et puis descendre pour remonter. Avec la lumière. Avec la lumière, comme on dit. Géraldine Prévost-Gigant était notre invitée. On se retrouve très vite. Vous commentez, vous partagez. On vous met tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Géraldine et les liens pour que vous puissiez vous procurer tous ces ouvrages. Combien tu en as écrit? Il y en a plein. 17. Ah, 17, ouais. Je ne sais plus si inclut l'oracle ou pas, parce que j'ai créé un oracle aussi. Donc c'est peut-être 17 plus un oracle. Oui, c'est ça. Je suis fasciné par ça, tu vois. Je suis fasciné par mais j'aime ça. Écrire comme ça. Ah, mais j'aime ça. Je pourrais ne faire que ça si je pouvais. Moi, j'essaie, mais j'ai du mal. Hein. J'essaie, hein. J'ai écrit 50 pages. Mais pas grave. Moi, je pose des questions. C'est déjà ça. C'est tout un art. C'est déjà ça. C'est tout un art. J'essaie, en tout cas. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.